Je pense qu'on peut commencer. Il n'y a plus trop de gens qui se connectent. Donc bonjour à tout le monde. Ravi de vous recevoir pour le dernier webinaire de l'année donc avec WIM. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Robin Douin, donc qui en fait qui travaille pour Keobiz, notre partenaire. Donc et lui, il est directeur des partenariats. Il est expert en création d'entreprises et solutions comptables. Et donc voilà, il est passionné, entrepreneur lui-même et spécialisé dans l'accompagnement. Il conseille depuis une dizaine d'années des créateurs et chefs d'entreprise pour les aider à bien se lancer, optimiser leur gestion et anticiper l'avenir. Et donc voilà, on se disait qu'en cette année particulière, c'était vraiment important que chacun puisse vérifier que voilà, ces statuts étaient bien ceux qui étaient les plus intéressants pour lui, que même donc, sa comptabilité était gérée de la façon la plus optimale. Et puis pour tous ceux qui pensent à se lancer, voilà, d'avoir les bons conseils au bon moment, on sait que c'est très précieux et que c'est des questions que tous les indépendants se posent à un moment. Donc Robin, on est vraiment ravis de t'accueillir. Eh ben, merci pour cette introduction, Isabelle. On est ravis. Alors, Keobiz, effectivement, est en partenariat avec WIM depuis un petit moment déjà. On a accueilli certains des consultants qui sont présents sur la plateforme en tant que clients. Et puis, on est nous-mêmes clients de votre plateforme, parce que d'ailleurs, l'un des spectateurs me posait la question de savoir si on avait besoin d'aide en fin d'année pour des missions supplémentaires. Effectivement, on fait nous-mêmes appel aux consultants de WIM pour nous prêter main forte sur des missions ponctuelles. Alors, aujourd'hui, moi, je vais présenter mon écran. Euh, hop. On a une petite heure ensemble, donc aujourd'hui, pour présenter ce sujet qui est d'optimiser votre gestion et votre comptabilité au quotidien. Donc, l'idée, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de connaissances que j'aimerais partager avec vous, mais qu'on puisse faire de ce moment aussi un échange. On a la chance d'être, on va dire, sur une volumétrie qui est plutôt gérable, donc on peut échanger, on peut communiquer. Vous allez pouvoir poser directement en direct vos questions. Il y a un certain nombre de savoirs théoriques, effectivement, mais le but, c'est que vous puissiez vous les approprier. Et puis, surtout, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En fait, il y a souvent les questions particulières intéressent tout le monde, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, Isabelle les lira au fur et à mesure et les relira aux différents sujets dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'ordre du jour, donc aujourd'hui, on va parler de forme juridique. Donc, certains d'entre vous se sont sûrement déjà lancés. Peut-être d'autres sont en phase de réflexion pour le faire. Mais dans tous les cas, même quand on a créé son entreprise, c'est toujours intéressant de pouvoir challenger la forme juridique, parce que une forme juridique qui était intéressante à un moment peut ne plus l'être à un autre. On va voir dans quel cas de figure. Et puis, peut-être que vous posez des questions aussi de changer de statut, notamment si vous avez commencé avec un statut, par exemple, de micro-entreprise, parce que c'était un moment plus facile à créer, ou c'était quelque chose qui vous convenait. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez la question de changer. Donc, on va parler de forme juridique. Ensuite, on va parler des optimisations fiscales. Donc, ça, c'est un mot qui peut faire un peu peur parfois, mais en fait, c'est tout simplement des techniques qui sont légales. C'est des dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement. Donc, ce n'est pas des montages obscurs, c'est vraiment des techniques légales qui permettent, quand elles sont bien faites, de finalement réduire mon imposition. En tout cas, l'optimiser. Ce n'est pas forcément réduire, mais c'est être sûr que j'ai mis en place les dispositifs qui étaient nécessaires pour ma stratégie. On parlera un petit peu d'organisation. Donc, ce sera l'occasion pour moi de vous présenter le système qu'on propose avec Keobiz, mais pour vous de mener une réflexion plus générale sur voilà, comment est-ce que je peux faire en sorte que ces sujets, on va dire administratifs, comptables, fiscaux, qui ne sont pas forcément les plus sexy, mais pour autant les plus nécessaires, puissent être bien traités de votre côté. On fera un focus aussi sur les aides Covid. Il y aura peut-être certains d'entre vous qui auront des questions sur comment y prétendre, quels sont les critères d'éligibilité. Et puis, on se fera un plaisir de répondre à vos questions là-dessus. Et puis, enfin, une petite présentation rapide de Keobiz en 3 mots, qui on est et puis quelle est l'offre spéciale qu'on a mis en place pour tous les adhérents du réseau WIM. On a travaillé avec les équipes d'Isabelle pour vous mettre en place une petite offre spéciale. Voilà, alors, avant de commencer, est-ce que vous pourriez me dire quelle est votre structure juridique dans le chat, s'il vous plaît? Ça me permettrait d'avoir une idée à peu près de l'audience. Est-ce que vous êtes plutôt en SASU? Est-ce que vous êtes plutôt en EURL? Est-ce que vous êtes plutôt en entreprise individuelle? Si vous pouvez juste rapidement le mettre dans le chat, comme ça me permettra de voir. Alors, on a David donc en SASU également pour… N'hésitez pas à mettre juste à tous les conférenciers participants pour que tout le monde voit. Voilà. Voilà, donc auto-entrepreneur pour Frédéric, SASU et bientôt URL. Donc ça, Monsef, c'est un sujet intéressant. Je vais en parler justement, la transformation d'une société à une autre, à quel moment est-ce que ça peut être intéressant.
Bon, alors j'ai l'impression, dans les réponses que vous donnez, qu'en majorité, vous êtes en SASU, mais il y a sûrement d'autres structures juridiques. D'accord. Portage salarial et bientôt SASU. Alors ça, c'est effectivement un schéma qui est assez classique effectivement dans la consultance. C'est de dire, bah, quand on va parfois sortir du salariat, avant de se lancer entièrement à son compte, on peut passer par le portage salarial. Il y a des avantages et des inconvénients. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, une fois qu'on est à l'aise, la durée moyenne du portage salarial, c'est 1 an. On va avoir tendance à créer une société. D'accord. Merci à tous pour vos réponses. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rebalayer un petit peu les différents statuts juridiques dans un premier temps pour conforter, enfin, donner des idées à ceux qui veulent se lancer et puis éventuellement conforter l'idée d'autres. Alors, il y a deux mondes dont on parle quand on crée son activité d'indépendant. On parle du monde des entreprises et du monde des sociétés. Alors, le monde des entreprises, c'est quand on va décider d'exercer son activité en nom propre, c'est-à-dire que l'entreprise et moi-même sont une seule et même personne au regard de la loi, ce qui n'est pas la même chose quand on passe en société, donc que ce soit une SAS, une SASU, une SARL ou une EURL, qu'on peut appeler SARLU aussi. Là, à ce moment-là, on crée ce qu'on appelle une personne morale et donc, juridiquement, j'ai bien deux entités différentes et donc des règles entre la société et moi, ce que je n'ai pas en entreprise individuelle et en micro-entreprise. Alors, quel est l'intérêt de choisir plutôt l'un que l'autre? Déjà, il y a question de responsabilité du dirigeant. C'est-à-dire que si j'exerce en nom propre, finalement, la responsabilité, elle est illimitée pour le dirigeant puisque mon activité d'entreprise et moi sommes la même personne. Quand je vais aller créer une société de type SASU ou URL, je vais distinguer donc les personnes morales et donc ça va limiter ma responsabilité à mes apports. Donc c'est ce qu'on appelle le capital social. Quand je vais déposer par exemple 1 000 € de capital, ça c'est mon risque, c'est-à-dire que si ça se passe mal, on touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais si jamais ça se passe mal, je perdrai ces 1 000 €. Je ne vais pas être engagé sur mon patrimoine personnel, ma maison, etc., etc. Donc, du coup, ça me permet, quand je vais investir du capital, de limiter mon risque. Alors, quel est l'avantage également de passer en société par rapport à des activités où je vais être en individu? C'est la crédibilité parfois que je vais avoir besoin de donner à mes donneurs d'ordre, c'est-à-dire mes clients. Il y a certains clients qui vont considérer que avoir une société, c'est bien plus crédible et ça va leur donner davantage envie de travailler avec vous, ça va plus vous valoriser que si vous êtes sur un statut de micro-entreprise ou d'entreprise individuelle où finalement le rapport de force est un petit peu déséquilibré puisque d'un côté vous avez une société et de l'autre vous avez un individu, tandis que quand deux sociétés se parlent, souvent les rapports de force peuvent être plus équilibrés et c'est d'ailleurs un parallèle qu'on peut faire aussi sur le montant du capital social. On nous demande souvent chez Keobiz, quand les personnes viennent créer, combien de capital social il faut mettre. En fait, c'est un arbitrage entre ce que vous êtes prêt à perdre, puisque si jamais, comme on l'a dit, une fois que l'argent est investi dans la société, il ne vous appartient plus, il appartient à la société. Et puis, c'est une question, donc, il faut mettre suffisamment. Créer une société avec 15 €, ce n'est pas très crédible. En revanche, il faut être, il faut mettre suffisamment pour avoir un gage de crédibilité, mais il ne faut pas mettre tout dans son capital social. Encore une fois, c'est voilà, donc ça, c'était déjà sur le monde des sociétés et le monde des entreprises. Qu'est-ce qui va faire que je vais plutôt passer sur une entreprise? C'est aussi la crédibilité alors vis-à-vis de mes clients, mais aussi vis-à-vis de mon banquier. Pourquoi est-ce que tout son travail, on essaie de gagner des sous? C'est aussi pour financer des projets de vie. Et donc, par exemple, si vous cherchez à financer un bien immobilier, vous allez être beaucoup plus crédible vis-à-vis du banquier si vous êtes dans une structure de société que si vous êtes dans une structure d'entreprise individuelle ou de micro-entreprise surtout. Le banquier accordera beaucoup plus de crédit à votre demande sur un statut de société. Alors, ce qui va faire également les différences, c'est mon imposition. Combien est-ce que je vais être imposé en termes de charges sociales? On va voir que ce n'est pas la même chose sur une SASU, une URL et puis une micro-entreprise. Alors, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous souhaitez exercer une activité dans laquelle vous n'avez pas besoin de vous verser de rémunération immédiatement, il y a quelques grands cas de figure. Typiquement, vous avez des économies de côté ou alors vous avez droit au chômage. Euh, Vous allez plutôt vous tourner vers une structure type SAS ou SASU si vous êtes le seul associé. Pour la bonne raison que en SASU ou en SAS, quand vous ne versez pas de rémunération, c'est-à-dire quand vous ne prenez pas de salaire en tant que dirigeant, vous n'avez pas de charges sociales à payer.
Donc, si vous avez le droit à Pôle emploi, et que ça vous suffit pour vivre, ou que vous avez des économies de côté, ou que vous n'avez pas besoin de vous prendre éventuellement votre conjoint de travail, vous pouvez tout à fait passer sur ce type de société. Donc là, la stratégie, ça va être de maximiser le chiffre d'affaires de la société, de faire passer effectivement des frais, et puis d'attendre la fin de l'année pour prendre des dividendes. Si à l'inverse, vous êtes plutôt dans un cas de figure où vous avez besoin, le plus rapidement possible de pouvoir sortir de l'argent de la société pour prendre une rémunération, là, vous serez plutôt sur une structure de type EURL puisque, c'est dans cette structure juridique que les charges sociales sont les moins importantes. Alors si on compare les 2, en SAS, SASU, on est à peu près à 85 de charges sociales pour le dirigeant quand il prend une rémunération. Donc si on prend un exemple, par exemple, de, 2 000 € qui serait versé net aux dirigeants, ça va engendrer des frais d'à peu près 1 600 €. Donc ça veut dire qu'en tout, pour avoir une rémunération de 2 000 €, ça coûtera à l'entreprise plus de 3 600 €. Donc c'est très coûteux sur cette structure de SAS, SAS. Tandis qu'en EURL, les cotisations sont grosso modo de 45-50. Donc ça va être quasiment 2 fois moins cher. Pour mon même exemple de 2 000 € net, là, pour le coup, ça va coûter 2 900 € à la société. Donc il y a un écart très important. C'est-à-dire que rien que sur le même niveau de rémunération de 2 000 € net, si vous êtes en SAS, et par rapport à l'EURL, ça va déjà vous coûter, enfin, c'est 25, il y a 25 de différence entre les 2, rien qu'en choisissant la bonne structure juridique. Donc ça, moi, je vous invite, on ne va pas faire 1 heure, bien sûr, sur les structures juridiques. Moi, je vous invite, si vous êtes amené à créer prochainement, notamment Barbara, c'était votre cas, avec Guillaume également, si vous êtes amené à changer, moi, je vous invite à prendre une consultation personnalisée parce que, en fait, il y a plusieurs arbitrages à faire. Il y a le niveau de rémunération que vous pouvez escompter. Il y a aussi votre situation maritale, c'est-à-dire en fonction du nombre de parts dans votre foyer fiscal, vous n'allez pas forcément choisir les mêmes entreprises parce qu'on va voir qu'il y a aussi euh, différentes manières d'imposer ces sociétés-là. On peut choisir de les imposer à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est-à-dire, je vais avoir tout en haut mon chiffre d'affaires dont je vais déduire mes charges pour obtenir mon résultat. Et ce résultat, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est un taux de 15% jusqu'à 38 120 € de résultat. Et au-delà de 38 120 €, on passe sur 28%. Il y a un taux sur une tranche supérieure aussi qui est en train d'ailleurs d'être réformé. Donc, soit je peux imposer mes bénéfices à l'impôt sur les sociétés, mais j'ai également des options qui existent et elles peuvent être intéressantes, notamment si vous avez beaucoup de parts dans vos foyers fiscaux, c'est-à-dire si vous êtes marié, si vous avez des enfants, éventuellement plusieurs enfants. C'est l'option à l'impôt sur le revenu. Donc ça, qui est très intéressante, notamment en SASU, c'est une option qui vous permet d'éviter la double imposition. J'impose mon résultat à l'impôt sur les sociétés, puis je vais payer de l'impôt sur le revenu sur ma rémunération et mes dividendes. Là, dans le cas où on va choisir l'option à l'impôt sur le revenu pour les SASU, je vais avoir la possibilité pendant 5 ans directement de mettre mon résultat dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Et donc, si j'ai beaucoup de parts dans mon foyer fiscal, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Un autre point d'arbitrage entre les SASU, les EURL, les entreprises individuelles et les micro-entreprises, c'est la TVA. Alors, la TVA, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez plutôt des clients qui sont des entreprises. Sur vos ventes, ça ne change rien, puisque finalement, vous allez ajouter la TVA, mais comme vos clients sont des entreprises, eux pourront la récupérer. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose pour eux. En revanche, pour vous, ce qui est intéressant de choisir le régime de TVA, c'est que vous allez pouvoir récupérer la TVA sur vos achats. Juste après, je vais faire un focus sur les achats qui sont intéressants dans votre profession et qu'on vous encourage de maximiser. Donc, sur tous ces achats qui passent dans les charges déductibles, vous avez la possibilité de récupérer la TVA. Alors, enfin, un point qui est intéressant sur le challenger sa structure juridique, c'est que parfois, on s'est lancé dans une structure qui était intéressante au début, mais qui ne l'est plus forcément aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'on ne garde pas forcément toute sa vie d'entrepreneur la même structure juridique. Parfois, on est amené à fermer ou à rouvrir des entreprises. Donc, notamment, il y a une transformation qui est intéressante et je crois qu'il y avait l'un d'entre vous, voilà, Monsef qui disait qu'il était en SASU et bientôt en EURL. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas, Monsef, n'hésitez pas à nous le dire par écrit. Mais quand je me suis lancé au début en SAS, par exemple, parce que j'avais le droit à Pôle emploi pendant 2 ans, donc j'avais le droit de cumuler mes indemnités avec le fait de faire rentrer du chiffre d'affaires dans mon entreprise, c'était intéressant les 2 premières années.
D'accord? Mais à partir de la troisième année, bah, j'ai plus le droit à Pôle emploi, donc il va falloir que je me verse une rémunération sur mon entreprise. Et si je me verse une rémunération en SASU, c'est très coûteux, on l'a dit tout à l'heure, c'est 85 de charges. Donc là, j'aurais plutôt intérêt à transformer la société. D'accord? Donc, heu, il y a un intérêt à la transformer plutôt que fermer une société pour en rouvrir une. Bah, déjà, souvent, vous avez construit un historique, donc c'est intéressant d'avoir, ces années, qui rentrent en compte. Et puis ensuite, c'est pas forcément moins coûteux de passer de l'une à l'autre. Alors pour, faire cette bascule, il faut faire appel à ce qu'on appelle c'est un commissaire à la transformation. Donc c'est comme un commissaire aux comptes qui va pouvoir, certifier cette transformation et donc finalement, on va modifier les statuts pour passer d'une SASU à une SARL ou une EURL. Et donc, vous allez d'ailleurs, à cette occasion, changer de régime fiscal. Vous allez passer du régime général auprès de l'URSSAF, la sécurité sociale normale, vers le régime des indépendants, donc la sécurité sociale des indépendants qui s'appelait avant le RSI. Alors, je vais faire une pause et vous proposer de me poser des questions avant qu'on passe à la thématique suivante. On va prendre quelques minutes pour parler justement de structure juridique. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui se disent qu'ils ne sont pas forcément dans la bonne structure ou qui ont du mal un petit peu à y voir clair? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des cas précis à m'exposer, des questions précises sur les structures juridiques? Est-ce qu'il y a par exemple des questions sur les options fiscales ou sur les montages qui pourraient être intéressants? Ou alors, enfin, comment arbitrer la rémunération et les dividendes? Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Alors, pour moi, en SAS, pour 2 ans, ensuite SARL, les charges sont à 45%. Voilà, c'est ça, 45 à 50 grosso modo sur la SARL. Donc, ce qui est important, quand je suis en SAS, donc je suis, ce qu'on appelle assimilé salarié en tant que dirigeant, en tant que président de ma SAS. Et ensuite, quand je vais passer en SARL, David, quand vous allez passer en SARL, vous allez être ce qu'on appelle TNS, donc travailleur non salarié. Et donc, vous allez passer sur le régime de la sécurité sociale des indépendants. Et donc, les charges, c'est effectivement à peu près 45-50. Voilà. Et donc, il faut aussi préciser ce qu'il y a derrière dans ces charges sociales. Il y a effectivement des cotisations pour la retraite et puis l'assurance maladie. Je réponds à la question de Guillaume. Alors, à la fin de la présentation, Guillaume, pour avoir un entretien personnalisé, vous aurez mes coordonnées. Vous pourrez tout à fait m'envoyer un petit email ou un SMS. Je vous enverrai également cette présentation à l'issue du webinaire avec un petit module de prise de rendez-vous. Donc, si jamais vous voulez avoir un rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit et sans engagement, qui est personnalisé à votre situation. Et puis après, si jamais vous voulez souscrire, avec plaisir. Ensuite, David nous dit: «SASU depuis près de 2 ans car chômage», donc ça, c'est très bien. David, vous allez à l'issue de cette période de Pôle emploi, il serait peut-être intéressant pour vous, effectivement, de, basculer ensuite sur une autre, structure ou alors de rester sur une structure de SASU, mais de prendre par avance des dividendes, et de vivre sur vos économies tout au long de l'année. Puisqu'en fait, si vous prenez du salaire en cours d'année, ça va être très coûteux, c'est 85 de charge. Donc se posera la question pour vous, David, à l'issue de ces 2 ans, soit de basculer, soit de vivre sur vos dividendes. Alors Barbara, oui, avec plaisir, effectivement, on parle d'auto-entreprise, on parle de société tout à l'heure, mais il faut aussi parler d'auto-entreprise. Alors, l'auto-entreprise, donc on l'a dit, c'est une structure sur laquelle ça va être assez simple de créer son statut. Vous pouvez vous créer en ligne, il n'y a pas de capital social à immobiliser. L'avantage, c'est que avec cette auto-entreprise, bah, on va dire la gestion est plutôt simple. Vous n'avez pas de capital à immobiliser, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel. Il faut avoir un compte bancaire séparé, mais ce n'est pas obligé d'être un compte pro. Donc, ça réduit effectivement les charges. C'est souvent l'auto-entreprise, une structure qui est très utile pour se lancer, pour tester un petit peu le statut d'indépendant. Elle va être très simple à mettre en place. Et puis, l'imposition peut être réduite, notamment si vous avez le droit à l'ACRE. Alors, les règles d'imposition pour l'auto-entreprise, de base, c'est environ 24,2% d'imposition. Mais en revanche, il faut faire attention parce que l'imposition est sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est sur tout ce qui rentre. Contrairement à la société où là, on a vraiment une imposition qui est sur le résultat. En auto-entreprise, vous n'avez pas le droit de déduire effectivement vos frais.
Et donc, dans un métier où bah, vous pouvez être amené à beaucoup vous déplacer, à avoir acheté des logiciels, à avoir besoin de matériel informatique, ce n'est pas forcément opportun. Ça peut être très bien pour se lancer et ça va dépendre, en fait, c'est un arbitrage à faire en fonction du niveau de rémunération de votre taux journalier moyen que vous allez avoir. Donc ça, c'est à prendre en compte. En auto-entreprise, il faut savoir qu'il y a des seuils, c'est-à-dire que, en dessous de 70 000 € à peu près, bah, vous pouvez garder ce statut, mais au-delà, il vous faudra vous passer sur un statut donc de micro-entrepreneur. Et puis, enfin, donc, vous avez, un dispositif qui est très important qui est l'ACRE, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un dispositif Pôle emploi d'accompagnement à la création d'entreprise, vous avez la possibilité de réduire les charges de l'auto-entreprise et donc passer à peu près de 25 à, la moitié la première année. C'est un dispositif qui était plus généreux avant, qui a été réduit, par le gouvernement là dans les 2 dernières années. Et enfin sur l'auto-entreprise, Barbara, je dirais que c'est très bien pour, on va dire se lancer. Maintenant, au bout d'un moment, si c'est votre activité principale et si vous avez un taux journalier moyen, plutôt moyen à élevé, je vous conseillerais de vous poser la question sur, une question de société. Il y a plusieurs, raisons à ça. Bah, c'est anticiper l'avenir, donc notamment pour mettre en place des contrats Madelin ou des optimisations fiscales. Il y a assez peu d'optimisations qui sont possibles en entreprise. Et puis encore une fois, vis-à-vis d'un banquier pour un prêt, c'est un gage de crédibilité. Alors, quelle différence pour la CFE, Olivier? Si vous voulez bien préciser votre question, quelle différence entre dans quel domaine? Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Il faut savoir que vous en êtes exonéré la plupart du temps la première année, et que vous pouvez, enfin, c'est une cotisation qui est liée, à l'adresse du siège social de votre entreprise. Alors la CFE, c'est une taxe qui est un petit peu obscure dans le sens où, il n'y a pas de, il y a pas de règle. Dans une même ville, elle peut être différente d'une rue à l'autre, et donc malheureusement, on peut pas la prévoir. Ça peut aller d'une centaine à quelques centaines d'euros par an. Je réponds à la question de Monsef. Donc mon exercice SASU se termine fin décembre 2020. Pôle emploi termine en janvier 2021. Quel est le moment opportun pour passer en EURL et faire en sorte de valider le trimestre de retraite? Alors, vous pouvez tout à fait, hem effectivement, Monsef, aller jusqu'au mois de janvier, d'autant que, attention, en SASU, vous payerez des charges que si vous prenez de la rémunération. Donc, vous pouvez très bien aller jusqu'à la fin du mois de janvier pour valider effectivement ce trimestre. Alors, quand vous êtes en SASU, pour valider des trimestres, si jamais vous n'avez plus droit à Pôle emploi, il faut se verser des fiches de paye d'environ 750 € minimum. Ça, c'est le minimum fixé par la sécurité sociale pour valider, enfin par l'URSSAF, pour valider vos trimestres de retraite. Donc, par exemple, dans votre cas, vous pourriez très bien toucher Pôle emploi en janvier, vous faire 2 fiches de paye sur les 2 mois suivants pour valider vos trimestres et puis après basculer sur, la structure URL, par exemple. Hem, oui, tout à fait, David. Ça permet quand même de cumuler les trimestres que vous avez déjà acquis. En fait, vous allez basculer sur une autre caisse, mais ça sera quand même cumulé. Question de Carole: est-ce qu'on peut avoir du portage salarial tout en étant PDG de sa SAS? Alors, il faut se poser la question déjà de l'intérêt, c'est-à-dire, avoir un statut de portage salarial plus un statut de président. Alors PDG, c'est une fonction, on va dire, on parle plutôt de président de la SAS. En soi, les 2 sont cumulables, mais vous n'avez pas forcément d'intérêt d'aller vers l'un vers l'autre. Alors sauf si vous voulez piloter un petit peu votre revenu, je pense que c'est ça qui est derrière votre question et c'est tout à fait possible. Jérôme, je peux fonctionner avec en parallèle à la fois une auto-entreprise et une SASU. Je suis actuellement en SASU. Alors, il faut faire attention. Ça dépend quel est, l'enjeu derrière. Si vous avez 2 activités distinctes, je ne sais pas, par exemple, vous avez une activité, de conseil bien identifiée, sur l'auto-entreprise et puis votre SASU a une autre activité, ça, c'est tout à fait possible. En revanche, si l'objectif d'avoir 2 structures, c'est, bah, de payer moins d'impositions, là, en cas de contrôle, si, les noms sont proches, si vous êtes dans le même département et si en plus vous avez, une activité qui est la même, en cas de contrôle, vous risquez de vous faire retoquer, c'est-à-dire qu'on considérera que, hem, c'est abusif, d'autant que la plupart du temps, si je comprends bien votre question, Jérôme, c'est la question de: «Est-ce que j'ai le droit de faire de la facturation interentreprise?» C'est-à-dire, je vais avoir ma SASU qui va facturer mon client et moi, avec mon auto-entreprise, je vais facturer ma SASU pour récupérer des sous. Ça, c'est vraiment à proscrire. C'est de l'abus de biens social, c'est vraiment, c'est des choses que les contrôleurs des impôts repèrent facilement et que je vous encourage pas à faire.
Alors, ensuite, question de Monsef. Quelle charge salariale en EURL? Je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Charge Très salariale en bien. EURL pour un code APE, mais en même temps, je suis là pour répondre à vos questions, pas de problème. Alors, les charges salariales ne dépendent pas forcément du code APE sur le URL, 38 et 45%. Alors, ça a posé directement la question à votre caisse. Ça dépend effectivement de votre de la caisse et du régime auquel vous êtes rattaché. Donc, ça, je vous invite à poser la question directement soit à moi à l'issue, parce qu'il faudrait que je recherche par rapport à votre code APE. Là, je ne les connais pas par cœur, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais soit de vous rapprocher de votre caisse TNS, soit me poser la question en privé. OK. Alors Guillaume, l'ACRE, qu'est-ce que l'ACRE est-il possible en SASU? Oui, c'est possible en SASU. C'est une réduction des charges. Donc, on passe de 85% à 65% à peu près la première année. Et l'ACRE, c'est un dispositif qui est disponible pour les personnes qui sont accompagnées par Pôle emploi et qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise. Très important, avant de vous lancer, obtenez bien l'accord de votre conseiller Pôle emploi. Question de Frédéric, remarque, pour les auto-entrepreneurs, les comptes perso et non pro ne permettent pas de payer la TVA par-dessus des impôts. Tout à fait. Alors là, je parlais effectivement de micro-entrepreneurs qui ne sont pas soumis à la TVA, mais effectivement, à partir du moment où vous dépassez les plafonds et que vous voulez être soumis à la TVA, il faut avoir un compte professionnel. Alors maintenant, avec les néobanques, on travaille beaucoup avec des néobanques, les frais sont moindres parce que pour une activité de micro, vous avez des frais qui sont à 5 € par mois, donc ce n'est pas trop coûteux. Mais effectivement, vous avez l'obligation pour le site des impôts, pour être prélevé, d'être considéré comme un site professionnel. Alors, je reviens sur votre question juste après, Jérôme. Je vais dire celle de David d'abord. Est-ce que Pôle emploi contrôle votre niveau d'activité sur la SASU pendant le temps d'indemnisation? Tout à fait. Peut-il demander des arriérés s'il constate? Oui, alors ça, faites très attention. Faites très attention. Quand vous allez être en structure SAS et que vous engagez à ne pas vous verser de rémunération pour continuer à toucher vos indemnités Pôle emploi, il va falloir le prouver à Pôle emploi. Alors, ça dépend des caisses. Certaines caisses vont vous demander, c'est très rare, des attestations mensuelles, d'autres trimestrielles et certaines annuelles. Donc, ce qu'il faut, c'est poser la question par écrit à votre conseiller avant de vous lancer, de dire, bah voilà, moi je vais être sur une structure de type SAS, je sais que je n'ai pas le droit de me verser de rémunération. Quelle est la périodicité à laquelle vous voulez des attestations de non-rémunération, ça s'appelle. Et c'est très important aussi de demander qu'est-ce qu'il en est de la prise de dividendes. Parce que si vous ne versez pas d'argent toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, et au 1er janvier, par exemple, vous décidez de prendre les dividendes de la société, est-ce que votre caisse Pôle emploi va considérer que ça, c'est de la rémunération? Et est-ce qu'elle va considérer que c'est de la rémunération sur le mois en cours ou sur toute l'année? Donc ça, c'est très important de poser la question par écrit à Pôle emploi. Malheureusement, il n'y a pas de règle unifiée, ça dépend encore de chaque caisse. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien poser la question par écrit, puis ça évolue dans le temps aussi. Donc, bien poser la question par écrit à votre conseiller, et c'est cet écrit qui fera foi, sachant que par la suite, votre expert comptable ou Keobiz pourra vous faire donc des attestations de non-rémunération qui certifient que vous ne vous êtes pas versé de rémunération sur la société. Voilà, David, pour votre réponse. Alors, je remonte un petit peu. Et la question, c'était aussi, est-ce que, est-ce que le montant du chiffre d'affaires peut être un problème, même s'il n'y a pas de dividende ou pas de salaire? Non, alors, en fait, vous pouvez faire entrer autant de chiffre d'affaires que vous souhaitez, il n'y a pas de limite. D'accord. Mais par contre, il ne faut pas que l'argent soit sorti de la société, en fait. Il ne faut pas qu'il soit sorti de l'entreprise. Je rappelle, il y a 3 manières légales de faire sortir de l'argent de la société. Soit pour payer des factures. Donc ça, c'est tout ce qui va être les charges. Donc sur justificatif, il faut que ce soit une dépense qui est cohérente, justifiée, justifiable pour l'entreprise. On va en parler dans un instant. Soit pour verser du salaire. Et donc, il faut que du salaire ou de la rémunération, il faut en plus payer des charges sociales, soit pour payer des dividendes. Voilà, donc c'est bien très important quand vous prenez de l'argent de la société, ça doit rentrer forcément dans ces 3 cas de figure, soit pour payer des dépenses qui sont liées à l'activité de la société, soit pour rémunérer le dirigeant ou ses salariés sous forme de rémunération, soit pour rémunérer l'actionnaire que vous êtes également. Monsef, vous avez loupé la réponse concernant les charges salariales. Alors oui, il y aura un replay, puisque là, cette émission est enregistrée, donc vous pourrez directement reprendre cette information. Vous pourrez surtout venir me poser la question en direct, par email ou par téléphone par la suite. C'était ça la réponse. C'était contacter Robin directement à la fin. Voilà, contactez-moi directement, surtout si vous n'avez pas pu écouter la réponse. Alors, on va passer à la thématique suivante. Je vous rassure, de toute façon, si vous avez encore des questions sur ces questions de structure juridique, parce qu'il y en avait pas mal là, et c'est très important. Vaut mieux poser trop de questions avant de se lancer.
plutôt qu'être dans un statut qui ne va pas vous aller par la suite. Donc, n'hésitez surtout pas, à l'issue de ce webinaire, à me poser d'autres questions. Et puis, on sera ravis, on peut vous proposer aussi des entretiens personnalisés pour aller encore plus dans le détail. Alors, on va passer donc aux optimisations fiscales. Alors, comme je le disais en introduction, les optimisations fiscales, c'est des techniques qui sont légales, auxquelles vous avez le droit, et qui vont vous permettre de gagner en imposition et en charges sociales. Alors, on reprend le grand principe. euh, donc là, les optimisations fiscales, c'est plutôt pour les sociétés, comme je disais tout à l'heure. En auto-entreprise, il y en a pas trop. Mais si vous êtes en micro-entreprise avec soumis à la TVA notamment, vous pouvez avoir une logique de charge. Donc, tout en haut, vous venez de le dire Isabelle, il y a le chiffre d'affaires, donc c'est ce qu'on va facturer à nos clients. On va déduire de ce chiffre d'affaires des charges, c'est-à-dire les dépenses qui sont justifiées, justifiables et cohérentes pour aller chercher ce chiffre d'affaires, et on va obtenir un résultat. D'accord? Donc là, on va s'intéresser justement à ces charges qu'on a le droit de faire passer dans la société, et on va voir jusqu'où on peut aller. Alors, la première, c'est l'indemnité de siège social. Ce qui est important, c'est que, par exemple, si vous immatriculez votre société à votre domicile, d'accord, la logique, c'est que vous allez pouvoir déduire jusqu'à 30% de la valeur locative et des charges fixes de votre domicile. Donc, par exemple, je vais prendre des chiffres ronds. Vous êtes locataire de votre appartement qui coûte 1 000 € par mois, c'est des chiffres ronds, c'est un loyer cher. Vous allez pouvoir déduire jusqu'à 330 € de chaque mois. Voilà, donc c'est quoi la logique? C'est que vous prêtez une pièce à votre société, un bureau, et donc la société vous défraie par rapport à ça. Alors ça, la plupart du temps, c'est très intéressant à mettre en place. Vous avez le droit de déduire donc un tiers de la valeur locative. Si jamais vous êtes propriétaire de votre logement, le plus simple pour déterminer la valeur locative, soit vous faites venir un agent immobilier pour qu'il fasse une estimation, soit vous allez sur des sites de comparateurs de prix pour voir un petit peu dans le quartier les logements qui se sont vendus pour que vous ayez une idée du prix au mètre carré. Et une fois que vous avez cette valeur-là, donc déduire 30%, et puis vous pouvez déduire aussi 30%, un tiers des charges fixes, donc gaz, électricité, eau, Internet. Voilà, donc ça, indemnité de siège social. Attention, les indemnités que vous allez toucher sont considérées comme du revenu foncier. Donc la plupart du temps, c'est intéressant, mais si vous avez déjà 3 ou 4 appartements que vous mettez en location et que vous avez déjà beaucoup de revenus fonciers, attention à ce que cette indemnité de siège social ne vienne pas vous faire passer dans la tranche supérieure, auquel cas, ça ne serait peut-être pas forcément intéressant pour vous. Encore une fois, ce n'est pas la panacée. Toutes les optimisations dont je vous parle, c'est un arbitrage, c'est vraiment un équilibre. Il n'y a jamais une optimisation qui est 100% avantageuse. Il faut aussi prendre en compte les inconvénients avant de se lancer parce que parfois, il peut y en avoir. Alors, deuxième optimisation dont je voulais vous parler, c'est toutes les optimisations qui sont liées à vos déplacements. Alors, pour aller voir vos clients ou vos prospects ou pour aller assister à des conférences ou pour développer votre réseau, vous avez la chance d'être dans une activité dans laquelle, on va dire, les dépenses qu'on peut justifier pour exercer votre métier, elles sont quand même assez larges parce que voilà, c'est pas comme si vous faisiez du diagnostic immobilier et donc vous allez vous déplacer qu'entre votre client et le lieu de diagnostic. Là, en l'occurrence, quand on fait du conseil au sens large du terme, forcément, on va devoir se documenter sur son expertise. Donc, on peut assister à des conférences, on peut aller faire des entretiens avec des spécialistes. On va forcément avoir tout un carnet d'adresses à développer. Donc, ça veut dire que ça justifie le fait d'aller à des conférences, d'aller à des soirées réseau ou des choses comme ça, des événements de networking. Et puis, ça demande aussi de vous former. Donc, il y a un certain nombre de dépenses que vous allez pouvoir faire passer. Alors, si on parle du transport un instant, si vous avez un véhicule personnel, il y a un dispositif qui est très intéressant qui s'appelle les indemnités kilométriques. Alors ça, c'est peut-être la plus grosse optimisation fiscale que vous pouvez mettre en place en tant que dirigeant, puisqu'en fait, le principe, c'est que vous avez un barème fixé par l'État chaque année qui va déterminer un prix au kilomètre. Et donc, ce prix, cette indemnité, finalement. Ah, alors, problème de micro, on m'entend mal, j'ai l'impression. En fait, je crois qu'il y a un retour de quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être chez vous, Isabelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux là? Oui, d'accord. Merci, monsieur. Donc, les indemnités kilométriques. L'avantage, c'est que pour chaque kilomètre effectué au titre de la société, vous allez pouvoir déduire un barème qui est assez généreux. C'est à peu près 41 centimes du kilomètre par l'État. Donc, en général, vous êtes remboursé plus que ce que ça vous a coûté en essence, assurance et entretien.
Et en plus, c'est une indemnité qui est nette d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que plus vous allez rouler, plus vous allez effectuer de kilomètres à titre professionnel, plus vous allez pouvoir sortir légalement de l'argent de la société. Alors, pour ça, ce qui est important, c'est de bien consigner les kilomètres qui sont effectués pour chaque déplacement professionnel en cas de contrôle. C'est une des premières optimisations qui est regardée par les contrôleurs pour vérifier que voilà, si votre voiture elle a fait 30 000 kilomètres dans l'année, vous ne pouvez pas déduire 30 000 kilomètres d'indemnité kilométrique parce que ça voudrait dire que vous utilisez votre voiture exclusivement pour le travail et ce n'est pas possible. Donc, il faut bien ventiler des kilomètres entre des kilomètres effectués à titre personnel et des kilomètres effectués pour des déplacements professionnels. Donc ça, c'est très important, les indemnités kilométriques. Je vous encourage à les faire et à bien les mettre en place. Le mieux, nous, ce qu'on conseille chez Keobiz, c'est avant un déplacement professionnel, vous prenez en photo votre compteur avant et après, et comme ça, le contrôleur, il ne peut pas du tout vous retoquer en disant que les kilomètres étaient fantasques parce que vous avez une preuve. Voilà. Alors, ces indemnités kilométriques, je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, s'il y en a qui sont en SASU avec l'option IR dont je parlais tout à l'heure, mais ces indemnités kilométriques ne sont pas compatibles avec cette SASU IR. Donc, si jamais vous avez l'option impôt sur le revenu pour votre SASU, on vous conseille plutôt de prendre les frais réels. Donc, les frais réels, ça veut dire que vous déduisez les frais d'essence et les frais de péage. Voilà. Alors, dans votre métier, un poste d'investissement qui est très important, c'est le matériel informatique. Alors, Alors juste avant ça, de passer à ça, parce qu'il y a déjà plein de questions, peut-être qu'on peut peut-être y répondre. bien sûr. Sur les transports, donc Gilles demandait quid des nouvelles lois sur le vélo pour les présidents de SASU. Mhm. Et après, il y a d'autres questions, peut-être qu'on traitera après sur le siège social. Oui, bien sûr. Alors, pour voilà, je reprends la question. Mm. Ouais. Pour les nouvelles lois sur le président, donc forcément, dans un vélo, il n'y a pas de notion de kilomètres. On va pas calculer les kilomètres effectués par vélo. Par contre, effectivement, le gouvernement a mis en place des mesures pour encourager ce mode de transport. Et vous l'avez vu, là, après le Covid, il y a eu un fort pouvoir là-dessus. Et donc, vous avez effectivement le droit de faire passer à la fois un achat et à la fois des réparations. Donc, l'entretien de votre vélo si vous l'utilisez tous les jours. Ensuite, les indemnités de siège social, question de Steven, reçues par le président de SASU, sont-elles soumises aux charges sociales? Non, elles ne sont pas soumises aux charges sociales. Par contre, elles sont soumises à l'impôt sur le foncier, comme c'était du revenu foncier. Question de Thomas. Si l'on est propriétaire, faut-il se faire une facture pour la prise en compte des bureaux dans votre PNL en cas de SASU EURL? Non, il ne faut pas se faire une facture. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la valeur locative du logement qui prime et que vous soyez locataire ou propriétaire, ça ne change pas. Par contre, quand vous allez vous constituer, vous aurez une allocation des mètres carrés à déclarer. C'est-à-dire que vous allez dire à l'État quelle est la surface de votre logement et quelle est la surface que vous allouez justement à vos bureaux. Donc comme ça, c'est là où sera défini le prorata. Sébastien a levé la main. Question peut-être, Sébastien. Oui, il vaut mieux que tu la mettes dans la Par écrit, ça conversation. sera, Ouais, ça sera ouais. fait. Ok, alors le temps que Sébastien écrive sa question, moi je vais continuer sur le matériel informatique. Alors, dans votre métier, c'est très important de bien s'équiper. Alors, on va arrêter de parler de comptabilité une seconde pour parler de gestion. Là, ce qui est très important, c'est que pour être performant, il faut que vous équipiez de bons matériels. Donc, un bon ordinateur, des bons logiciels, des bons accessoires périphériques, que ce soit écran, souris, clavier, Barco, si vous faites des présentations, des choses comme ça. Moi, je vous encourage à investir dans ce matériel. On va voir qu'il y a des intérêts fiscaux à le faire, mais aussi parce que c'est l'assurance d'être plus crédible et de plus performant dans votre travail. Donc, c'est votre outil de travail principal. Donc, n'hésitez pas à bien investir dedans. Et puis, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir effectivement gonfler les charges, éventuellement amortir sur plusieurs années du matériel. Alors, ça, un petit point sur la terminologie. Tout à l'heure, j'ai répété plusieurs fois justifié, justifiable et cohérent. Alors, pour qu'elle soit bien prise en compte comme dans l'intérêt de l'entreprise, ça, c'est les 3 mots qui sont dans la loi. Souvent, on me demande quel est le pourcentage du chiffre d'affaires que j'ai le droit de faire passer en charge. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un pourcentage. C'est vraiment il y a des entreprises qui ont beaucoup plus de frais que d'autres. C'est vraiment selon ces 3 critères de justifier. Donc, il faut que la dépense soit cohérente par rapport à l'entreprise au sens strict du terme. Alors souvent, je prends l'exemple de est-ce que j'ai le droit de faire passer ma salle de sport ou mon bronzage point soleil parce que en tant que dirigeant, il faut que je sois bronzé et musclé pour pouvoir être crédible dans mon business. Donc non, ça c'est trop loin. Il faut vraiment que ça soit dans l'intérêt direct de l'entreprise. Justifiable, ça veut dire que vous devez avoir des éléments, des preuves
pour justifier une dépense, donc des factures. Et puis cohérent, bah, c'est en fonction de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore trouvé votre première mission, que le chiffre d'affaires de l'entreprise est nul, bah, ça ne serait pas cohérent d'aller engager des dépenses de 15 000 € pour faire des études de marché ou des choses. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'il faut que vous restiez cohérent sur bah, la dépense, elle doit être la grandeur, l'ordre de grandeur de votre chiffre d'affaires. Alors, je m'arrête un instant pour prendre quelques questions. On peut acheter plusieurs ordinateurs même en étant seul, en justifiant qu'il faut toujours avoir le dernier cri. Alors, bah, ça dépend quelle est la fréquence. Si, effectivement, vous êtes dans un métier de pointe, vous avez besoin d'avoir un matériel de dernier cri, et que vous renouvelez votre ordinateur plutôt tous les 2 ans, alors que la moyenne, ça va être plutôt tous les 5 ans, ça peut se justifier. Par contre, si vous êtes tout seul et que vous achetez 4 ordinateurs sur la société en même temps, bah là, voilà, ça ne justifiera pas du tout. En fait, il faut se poser la question de manière un peu prudente. Si j'étais contrôleur des impôts, est-ce que je considérais que cette dépense est abusive ou pas? Est-ce qu'il y a une suspicion qu'il y ait du personnel dans cette dépense? Donc, il y a certains métiers qui peuvent tout à fait justifier d'avoir plusieurs ordinateurs en même temps. Vous êtes dans un métier de démonstration et vous avez besoin d'une tour et d'un ordinateur portable ou d'une tablette pour faire des démonstrations. Oui, ça se justifie tout à fait. Par contre, effectivement, si il y a pas en fait, il faut être capable de pouvoir l'expliquer. Si on vous pose la question, quelle va être la cohérence, quelle va être la justification que vous allez pouvoir donner au contrôleur pour justifier que vous avez acheté plusieurs ordinateurs, par exemple. Pouvez-vous nous rappeler l'imposition des dividendes versus les charges sociales? Oui, bien sûr. Alors, pour les dividendes, il y a ce qu'on appelle le PFU, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle aussi la flat tax, qui est de 30%. Dans ces 30%, donc ça c'est en SASU, dans ces 30%, vous avez une part de CSG, CRDS et une part qui est directement la part d'impôt sur le revenu. Donc, vous avez directement, en SASU, directement pris, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à payer en plus des dividendes. Question de Sébastien. Indemnité d'utilisation du siège social. Si ma tranche IR est de 30% et que ma société est imposable à 28%, est-ce pertinent d'utiliser ce levier d'indemnité de siège social? Alors, euh, il faut faire attention parce que là, dans les pourcentages, ce n'est pas les mêmes bases de calcul. La tranche IR, la base IR de 30%, ça veut dire qu'effectivement, vous avez déjà dépassé les tranches précédentes et c'est votre rémunération et votre dividende qui vont être imposés. La société imposable à 28%, c'est le résultat. Alors, pour répondre à votre question, je vais avoir tendance à dire qu'il vaut mieux prendre l'argent à la source. C'est-à-dire, dites-vous que l'argent que vous dépensez qui est sur votre compte, bah, pour l'avoir sur votre compte personnel, hein, j'entends, vous aurez déjà dû payer de l'impôt sur le revenu, éventuellement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur des dividendes ou des charges sociales. Donc, si cet argent, plutôt que de payer un loyer en intégralité avec, alors qu'il a déjà été beaucoup taxé, vous pouvez directement le faire passer dans la société, vous aurez plutôt intérêt à le faire passer dans la société. Sébastien, dans votre cas, je pense que si vous n'avez pas d'autres logements en location, si vous n'avez pas d'autres revenus fonciers, il est à mon avis plus intéressant de passer en indemnité de siège social, excusez-moi. Bien entendu, Sébastien, ça demande à ce qu'on puisse regarder ça un peu plus dans le détail. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à booker une consultation avec nous par la suite, parce qu'il faut qu'on puisse regarder exactement quelle est la structure de vos revenus. Alors, si véhicule de société, est-ce qu'on peut passer les indemnités kilométriques? La réponse est non. Vous avez deux options. Soit le véhicule vous appartient à vous, dirigeant en personnel, et à ce moment-là, vous pouvez faire les indemnités kilométriques, mais vous devez continuer à payer donc l'essence, l'entretien du véhicule. Les choses que vous pouvez faire passer dans la société, ça reste les péages, d'accord, les parkings. Par contre, si le véhicule est à la société, c'est la société qui paye tout, mais là, il n'y a pas l'indemnité kilométrique, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors, je vais avancer donc sur les optimisations. Donc, on en était jusqu'aux frais déductibles du résultat. Donc, dans votre métier, inviter au restaurant des clients, des prospects, aller mener des entretiens avec des spécialistes, aller payer des billets de conférences. Vous pouvez le faire. C'est quelque chose qui est permis. Il faudra toujours bien le justifier avec un justificatif. Quelque chose qui va vous permettre d'optimiser votre fiscalité, c'est aussi d'anticiper l'avenir parce que, effectivement, si vous vous lancez là, vous allez être dans une logique de maximiser vos revenus.
Mais il faut aussi anticiper l'avenir et donc anticiper la retraite, anticiper éventuellement des accidents de vie qui feraient que si je fais un burn-out et que je ne peux plus exercer, que j'ai plus aucune rentrée d'argent, si jamais j'ai souscrit un contrat de prévoyance, je vais avoir une possibilité d'avoir un chiffre d'affaires qui m'est indemnisé garanti. Donc ça, c'est pas mal. La mutuelle, c'est la même logique, effectivement. C'est de l'argent que vous pouvez mettre tous les mois. Alors, tous ces contrats, prévoyance, retraite, mutuelle, il y a un dispositif qui est génial qui s'appelle le dispositif Madelin. Certains d'entre vous en ont sûrement entendu parler. Ce qui est génial avec le Madelin, c'est que c'est de l'argent que vous allez mettre de côté pour votre protection à vous en tant que dirigeant, protection contre la maladie, protection contre la vieillesse, protection contre des accidents de vie. Donc, c'est de l'argent que vous mettez de côté et qui vous rapportera par la suite, notamment dans le cas de la retraite. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir déduire les cotisations de ces lois Madelin de votre résultat. Donc finalement, c'est de l'argent en moins qui va vous être taxé sur l'impôt sur les sociétés, qui vous bénéficiera par la suite. Donc ça, si vous vous êtes pas posé la question, heu, pareil, n'hésitez pas à prendre une consultation avec nous, pour qu'on puisse le faire. Cotisation Madelin déductible en SASU également. David, prenez une consultation avec nous pour qu'on puisse en parler de ces contrats Madelin parce qu'ils sont très intéressants. Également, le plan épargne retraite. Alors, plan épargne retraite, ça, c'est un vrai intérêt puisque vous allez pouvoir, comme je disais tout à l'heure, cotiser en déduisant des charges déductibles de l'entreprise. Et en plus, c'est un plan qui prend de la valeur sur des années. Et enfin, le CESU, donc chèque emploi universel, chèque emploi service universel. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça vient passer dans les charges de l'entreprise. D'accord? Donc vous payez moins d'IS dessus. Donc l'État prend en charge 28% c'est la part d'impôt sur les sociétés. Et puis en plus, il y a une part de 25% déductible de l'impôt sur le revenu. Donc c'est pris en charge largement par l'État. Bien entendu, la seule contrainte, on va dire, pour l'utiliser, c'est d'avoir des services à financer. Donc ça, si c'est le cas, par exemple pour de la garde d'enfants ou pour du ménage, vous pouvez tout à fait le demander. J'avais Alors, deux. question de David. Donc j'ai répondu ça sur les cotisations Mm. Madelin. Question de Nathalie. Peut-on déduire des cotisations protection sociale si on n'est pas salarié de la société? Oui, c'est tout à fait possible quand vous êtes TNS. Il y a différents dispositifs à ça. Il y en a notamment qui ont été élargis cette année. Alors, nous, on travaille avec des gens dont c'est la spécialité de faire de la prévoyance, de la mutuelle et qui peuvent s'occuper de ça. Donc, nous, on a la capacité de répondre à vos questions et si jamais ça vous intéresse de le mettre en place, on peut vous mettre en relation, vous donner l'information de leur service. C'est tout à fait possible. Et Gilles demandait, est-ce que les cadeaux de Noël aux Ah oui. partenaires sont déductibles des résultats, sont des Oui, frais tout à fait. déductibles? Tout à fait. Alors ça, c'est pareil, il faut que ça soit justifié, c'est-à-dire que, il faut que, ça soit quelqu'un qui vous ramène du chiffre d'affaires ou soit en passe de le faire, sinon ça pourrait être considéré comme abusif. Bon, après toutes les affaires ne se font pas, mais effectivement, vous pouvez offrir des cadeaux de Noël, et vous pouvez, tout à fait les déduire de votre résultat. Alors le CESU n'est pas applicable en auto-entreprise, Barbara, pour répondre à votre question. Alors, avant de passer à la suite, parce que je vois que l'heure tourne, est-ce que vous avez encore des questions sur la partie optimisation fiscale? Bon, de toute façon, je vous rassure, ça, c'est pour nourrir votre réflexion. Le but du jeu, c'est qu'on puisse en parler en individuel après, puisqu'il y a quand même un certain nombre de paramètres à prendre en compte. En tout cas, moi, la réflexion que je voulais alimenter aujourd'hui, c'était de dire, c'est des sujets qui peuvent paraître un petit peu techniques, mais justement, faites-vous aider de professionnels pour vous les expliquer et les détailler avec des audits de la situation. Et vous pourrez effectivement les mettre en place. Alors, je vais passer maintenant à la partie aide Covid. Alors ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a, certains d'entre vous qui ont été très impactés par cette crise, justement, s'il y a peut-être des missions qui ont été annulées ou si vous n'avez pas réussi à renouveler certaines missions. C'est-à-dire que en fait, vous avez une baisse de chiffre d'affaires important. Parce que ça vous rendra peut-être éligible au fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, vous en avez entendu parler, c'est une aide jusqu'à 1 500 € qui a été mise en place pour combler une perte de chiffre d'affaires. Alors, elle a été élargie même à 10 000 € pour certaines entreprises, notamment des entreprises accueillant du public et qui ont dû subir une fermeture administrative, notamment à cause du couvre-feu.
D'accord? Donc, dans votre cas, je pense que vous êtes plutôt éligible à l'aide de 1 500 € et non pas celle de 10 000. Mais il faut aussi qu'on puisse calculer le fait de savoir s'il y a une perte de chiffre d'affaires suffisante. Donc ça, heu, j'imagine que la plupart d'entre vous s'ils étaient éligibles, on en fait la demande, mais si vous avez encore des doutes, pareil, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, sachant que une fois qu'on a calculé votre éligibilité, c'est à vous d'aller directement demander cette aide du Fonds de solidarité dans votre espace impôts.gouv et donc vous allez pouvoir, écrire, à l'administration fiscale pour déclarer une perte de chiffre d'affaires et donc vous allez être indemnisé jusqu'à 1 500 €. Alors sur le Fonds de solidarité, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas excusez-moi, c'est pas 1 500 € garantis, c'est jusqu'à 1 500 € et 1 500 € qui viennent combler une perte de chiffre d'affaires. Alors Jérôme, merci beaucoup, bonne journée à Merci. vous. Vous devez nous quitter. On sera ravis de vous envoyer la présentation par la suite. Question de Monsef: «Le fonds de solidarité est-il cumulable avec les ARE? Quel risque de retraitement? Merci, la perte de CA est réelle». Alors non, c'est pas cumulable et il y a déjà des entrepreneurs qui ont été redressés après la forte période de, on va dire, d'allocation de ce fonds de solidarité, pardon. Il y a maintenant une période de contrôle et donc il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui avaient fait des fausses déclarations qui sont pas capables de prouver que c'était une simple erreur et qu'il y avait vraiment une fraude et donc du coup là, vous devez rendre les sommes effectivement. Donc ça, faites attention, hem, c'est pas utile d'aller se mettre dans une situation compliquée, pour ensuite voir l'administration venir vous redemander des sommes. Est-ce Donc qu'il y le a fonds de des solid aides? Pardon. oui, 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 allez-y Isabelle. Il y a une question de Thomas. Quelle aide peut-on avoir quand on est auto-entrepreneur? Alors, cette aide, le fonds de solidarité, pardon, est également éligible pour les auto-entrepreneurs. Les critères, c'est effectivement d'avoir avoir eu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% entre ce qu'ils appellent la période de référence et puis le mois en cours. Donc, par exemple, si vous voulez prétendre au fonds de solidarité, pardon, pour le mois de novembre, il faut avoir subi plus de 50% de perte de chiffre d'affaires par rapport à la période de référence. Et en fonction de la date de création de votre société, la période de référence n'est pas la même. Ça peut être le mois de novembre de l'année dernière ou ça peut être la moyenne lissée, sur les si par exemple vous avez ouvert votre société récemment, ça peut être la moyenne du chiffre d'affaires. Donc la moyenne du chiffre d'affaires mensuel. Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas, Thomas, à prendre contact avec nous si vous voulez on vous aide à faire les calculs en fonction de la date d'ouverture de votre activité. Alors oui, il y a effectivement, Thomas, très bonne question, un report, des charges sociales. C'est ce dont je parle en quatrième point. Vous avez tout à fait la possibilité de reporter, les charges. Donc là, la logique, c'est que vous n'êtes pas en mesure de les payer et donc vous allez faire une déclaration à zéro tout en demandant le décalage. Il y a D'autres plein de aides questions sur les cadeaux, mais on répondra après la partie aide Covid, David. oui, bien sûr, J'ai vu les questions. Ouais. je reviendrai là-dessus. Ouais. Prêt garanti par l'État. Alors ça, c'est un dispositif qui est intéressant. C'est, bah, vous pouvez demander jusqu'à 25 de votre chiffre d'affaires de l'année dernière, en prêt, que l'État va garantir. L'avantage, c'est qu'il y a un différé de remboursement d'une année et que les banques ne font pas d'argent dessus, donc les taux sont très bas, voire nuls. Donc ça, c'est important. Nous, on conseille sauf si vraiment vous n'en avez pas besoin, mais on conseille plutôt de le prendre. En fait, c'est de la trésorerie gratuite. Donc, n'hésitez surtout pas puisque, bah, c'est pas très compliqué à faire, il suffit juste de faire un business plan. Nous, on peut vous aider à le faire d'ailleurs. On vous fait un business plan, vous demandez à votre banque. Alors la condition, là, les banques commencent à accepter un petit peu des nouveaux clients pour des PGE, mais habituellement, c'était plutôt que des clients existants, d'accord? Les taux d'acceptation de ces prêts sont assez forts parce que, bah, on sait que c'est l'État qui apporte sa garantie, donc les banques, voilà, sont plutôt, ouvertes, sur ce sujet-là et par contre, il faut bien faire la demande. Si vous envoyez une demande avec un business plan mal ficelé, il y a un risque de refus. Une fois que vous avez eu un premier refus, la banque ne reviendra pas dessus, donc moi, je vous conseille de plutôt passer un peu plus de temps à bien ficeler le business plan avec, des experts comptables comme nous, si vous le souhaitez et comme ça, vous êtes sûr que ça passera bien. Hem alors attention, le prêt garanti par l'État, voilà, vous allez une date de versement, c'est quand même un prêt qui vous engage et qu'il faudra rembourser, donc il faudra faire attention de pas se mettre dans une situation trop compliquée. Alors, si vous êtes cotisant à l'URSSAF, c'est-à-dire si vous avez versé, si vous êtes bien inscrit et si vous êtes à jour de vos déclarations,
vous avez aussi l'aide financière exceptionnelle qui est disponible. Alors, attention à ça. D'ailleurs, pour la plupart des aides, d'où l'intérêt de bien faire ces déclarations en temps et en heure. Si vous êtes en contentieux fiscal, malheureusement, ça peut, enfin, les aides peuvent vous être refusées. C'est-à-dire que si vous êtes en litige ou si l'administration vous a bloqué sur telle ou telle chose, faites attention parce que ça peut vous bloquer des aides. Vous avez aussi, si jamais vous avez un local commercial ou si vous avez des traites d'assurance ou des frais bancaires ou si vous avez déjà des prêts bancaires, vous avez la possibilité de demander le report et si jamais ça vous est refusé, vous pouvez demander l'aide du médiateur de la République. Donc ça, c'est un dispositif qui a été massivement utilisé pour, on va dire, avoir un intermédiaire qui est l'État qui va essayer d'influencer en votre faveur pour essayer de décaler des charges. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un report des charges sociales comme il y avait eu lors du premier confinement? C'est une question de Thomas. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est prévu. C'est prévu. Thomas qui rajoute d'ailleurs, votre assurance peut aussi avoir un fonds de solidarité. C'est très juste. Alors d'ailleurs, on parlait hier aux actualités des assureurs qui se font un peu taper sur les doigts par le gouvernement qui les accuse de ne pas mettre suffisamment la main au porte-monnaie. Bon, ils ont versé quand même beaucoup d'aides. C'est vrai que pour autant, dans les contrats d'assurance, la pandémie n'est quasiment jamais prévue. Donc, effectivement, les assureurs, en respectant leurs clauses, en fait, ne sont pas tenus de vous indemniser. Maintenant, ils ont mis aussi en place des aides de solidarité, donc n'hésitez pas à vous rapprocher pour voir si vous êtes éligible et dans quelles conditions. D'accord. Alors, je vois que l'heure tourne. On avait… Alors, parlons juste des cadeaux parce qu'on avait promis. Et puis après, je pense on passera à la présentation de l'offre de Ah oui, Keobiz. tout à fait. Alors, en fait, pour les cadeaux, il y a une valeur fiscale qui, de mémoire, est autour de 100 €. Il ne faut pas que ça dépasse cette valeur sans que il y ait un projet explicatif. C'est-à-dire, si vous allez amener une valeur trop importante, on pourra considérer soit que c'est de l'abus de bien social, soit que ce n'est pas justifié ni cohérent par rapport à la société. Mais si, je vous enverrai plus d'informations là-dessus si jamais c'est une question qui est importante là, pour la fin d'année, notamment pour les cadeaux d'entreprise, que vous soyez bien dans les clous. Ça, effectivement, je vous ajouterai un petit peu plus d'informations. Ok. Alors, on a abordé pas mal de sujets. Moi, je voulais prendre quelques minutes là, à la fin de cette intervention pour vous parler un peu de conseils pratiques et de l'offre qu'on a mis en place donc avec WIM et Keobiz. Donc, nous, on a, depuis une petite dizaine d'années, si vous voulez, on a essayé de simplifier l'accès à l'expertise comptable de qualité pour les indépendants et les petites entreprises. Donc, notre cœur de cible, nous, c'est vraiment, comme vous, des consultants, des indépendants, des petits commerçants, des gens qui n'ont pas forcément le temps de beaucoup se pencher sur cette question de la comptabilité et de l'administratif. Donc, on a mis en place un système qui est très simple où en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est directement depuis votre téléphone portable, vous prenez en photo les factures et ça nous les envoie directement en temps réel. Donc, nous, on va dire, notre matière première pour travailler qui est le fait de recevoir vos relevés bancaires, vos factures de vente et vos factures d'achat. Nous, c'est notre matière première pour travailler. Et puis ensuite, on a créé des forfaits, des packs de comptabilité tout compris. Donc, c'est très simple. C'est la saisie la saisie comptable, donc la saisie de vos factures, toutes les déclarations, TVA, impôt sur les sociétés, déclaration sociale, le bilan complet et puis du conseil illimité avec un chargé de mission Keobiz, donc qui est un des salariés du groupe qui est votre référent. C'est toujours la même personne. Vous pouvez la joindre par email, par téléphone et même pendant des rendez-vous physiques. Donc, ce forfait, il démarre à 79 € par mois. Donc, le forfait à 79 €, c'est pour les toutes petites activités, pas forcément avec des déclarations de TVA, mais voilà, on a des bonne journée à vous, Alain. Merci à vous. On a des forfaits, donc nos honoraires moyens, c'est une centaine d'euros à peu près par mois. Donc, ça inclut tout. L'avantage, c'est que vous avez donc un mois qui vous est offert si vous êtes adhérent de WIM. Et si vous avez assisté à ce webinaire, on sera ravis de vous offrir cette mensualité. Si jamais vous avez besoin qu'on vous aide à créer votre entreprise, on vous permet de le faire aussi gratuitement. C'est-à-dire que vous aurez juste les frais de greffe et d'enregistrement, les frais de greffe et d'annonce légale à régler. Mais nous, on ne vous facturera pas de frais juridiques pour la rédaction des statuts, vous accompagner dans le parcours bancaire et vous aider à vous immatriculer auprès du greffe. Donc, tout cet accompagnement, il vous est offert. Ça vous permet d'économiser entre 150 et 1 500 € dès la création, qui est
on va dire, les honoraires moyens qui sont constatés sur le marché. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, pour la comptabilité, après, c'est très simple. Vous avez donc l'application mobile et la plateforme Keobiz, dans laquelle vous avez un petit facturier qui vous est mis à disposition gratuitement pour faire des devis ou des factures. Vous avez la possibilité de consigner toutes vos pièces comptables dans ce coffre-fort numérique. Et puis, la plateforme Keobiz est reliée à votre compte bancaire aussi. Donc, ça vous permet d'avoir en temps réel votre trésorerie. Donc, c'est à la fois une plateforme et puis aussi du conseil humain. On existe physiquement, on est au 179 boulevard Haussmann à Paris. On est membre de l'Ordre des experts comptables. On a à peu près 10 000 clients et on serait ravis que vous puissiez nous rejoindre. Je regarde à l'instant les questions que vous m'avez posées pendant ce temps. Alors, comment vous joindre pour avoir un devis précis? Alors, vous pouvez noter mes coordonnées ici, r.doin@keobiz.fr, ou vous m'appelez par téléphone et je serai ravi de vous faire un devis ou de vous mettre en contact avec l'un de nos conseillers qui a la même passion que moi. Gilles, si les prestations sont aussi pertinentes que la prestation d'aujourd'hui, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour ce compliment. Vous indiquez dès 79 euros par mois. Quels sont les critères de détermination? Alors, les critères de détermination, ça va être le volume d'activité. Alors, je vous rassure, pour les métiers de consultant, on ne va pas dépasser la plupart du temps une centaine d'euros. Donc, c'est entre 79 et 99. Ça dépend de votre forme juridique et ça dépend de votre niveau de facturation. Si vous avez 20 factures par mois, ce n'est pas pareil que si vous en avez une. Mais voilà, donc, grosso modo, il faut garder en tête que pour vos métiers de consultant, on a un forfait qui est entre 79 et 99 euros par mois, avec une première mensualité qui vous est offerte et toujours la création. Question de Pierre. Vous pouvez aider également pour transformer une SASU vers le URL, tout à fait. Alors oui, ça, on les fait, les transformations. On vous fait même un petit audit à l'euro près pour savoir, avec le prix de nos honoraires, puisque c'est un honoraire qu'on facture en plus, c'est une mission exceptionnelle, au bout de combien de temps est-ce que ça va être rentable pour vous? De mémoire, je crois qu'il faut compter un billet d'à peu près 1 000 euros, plus les frais légaux pour la transformation. Ce qui est un petit peu coûteux, c'est qu'il faut qu'on nomme un commissaire à la transformation. Donc, on passe par, en plus des actes qu'on doit rédiger. Donc, on nomme ce commissaire à la transformation, mais la plupart du temps, vous êtes gagnant, parce que comme je l'ai pris dans mon exemple tout à l'heure, de 2 000 euros net par mois, il y a une différence de 900 euros par mois de charge. Donc, quasiment le premier mois, vous avez rentabilisé cet acte. Pas besoin de la commissaire d'un transfo pour SASU à URL. Si, Monsef, vous avez besoin d'un commissaire à la transformation pour passer de l'un à l'autre, je vous le confirme. On aura l'occasion d'en discuter. Donc voilà, donc, tout ça, on peut le mettre en place. Ce qui est l'avantage qu'on peut vous proposer donc, avec la formule Keobiz, c'est que déjà, vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin de manipuler des factures papier. En gros, dès que vous avez une note de frais, vous sortez du restaurant ou quoi que ce soit, vous la prenez en photo directement avec votre application mobile. Si jamais vous êtes client de néobanques comme la banque en ligne Chime ou Conto avec lesquels on travaille, c'est encore plus simple parce qu'on reçoit directement les lignes bancaires à la fin du mois. Ensuite, vous développez donc une relation de confiance avec votre chargé de mission. Et puis, le but du jeu, nous, le petit forfait qu'on facture à 79 ou 89 ou 99 euros par mois, le but du jeu, c'est que ça soit symbolique au regard surtout des économies qu'on peut vous faire en mettant en place des optimisations avec à la fois euh, être sûr que vous êtes bien dans les clous, parce que le but du jeu, c'est de vous aider aussi à ne pas faire d'erreurs. Souvent, les erreurs, elles ne sont pas faites consciemment, mais le contrôleur des impôts, consciemment ou pas consciemment, il s'en fiche un peu. Et puis aussi, vous aider à mettre en place des techniques légales. Alors, vous avez raison, effectivement, Monsef, c'est sûr, c'est de l'un à l'autre. J'ai confondu, ce n'est pas EURL vers SASU que vous me posiez comme question, c'était l'inverse. Donc, il y en a un dans lequel c'est obligatoire et pas dans l'autre, vous avez raison. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions, moi, je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Vous avez donc mes coordonnées qui sont là. Cette présentation va vous être envoyée par la suite. Et puis, si jamais vous avez besoin d'accompagnement, donc vous pouvez tout à fait nous prendre contact avec nous. On vous propose des consultations qui sont gratuites et sans engagement. On vous remet directement une petite lettre de mission électronique. Et si jamais vous voulez travailler avec nous, on sera ravis de vous compter parmi nos clients. Super, merci. Tout le monde a l'air très content, en tout cas, Robin. Donc, je pense que tu as répondu à des questions très concrètes, mais que beaucoup se posent. Donc, merci beaucoup. C'était super. Et bien, avec grand plaisir. Merci de nous avoir proposé, Isabelle, de faire ce webinaire. Je pense qu'on sera amené dans le futur à faire peut-être d'autres webinaires thématiques sur tel ou tel sujet. Donc, si jamais vous avez des sujets dont vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à en faire part. Voilà, dites-moi. Voilà, Exactement. on organisera ça ensemble. Bonne journée à tous. Super. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Robin. Au revoir, tout le monde. Au revoir.